À la version longue, cette semaine, je reçois Nicoletta Carolan, qui est en fait quelqu'un qui a un vécu très intéressant. Je cherche de plus en plus des personnes, c'est ça, qui ont vécu quelque chose, qui veulent venir le partager. C'est Nathalie Simon, l'ex-mairesse de Châteauguay, qui m'avait parlé d'elle, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu la reçoives. Quelqu'un de très, très inspirant. Donc, Nicoletta a immigré ici, ça fait déjà plusieurs années, avec son mari, ses enfants. Et donc, on parle vraiment du parcours d'immigration, en fait, de tout le processus, de comment ça fonctionne. Nicoletta a une formation en psychologie, elle était psychologue, elle enseignait même à l'université là-bas, elle vient de la Moldavie. Et elle est arrivée ici, elle a dû apprendre le français, recommencer des cours. On va parler de tout son parcours, en fait. Et donc, avec son background de psychologie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous fait voir vraiment ce qui se passe dans la tête d'un immigrant qui arrive ici, qui suit ou ailleurs, mais je veux dire, l'idée de ce qu'elle appelle le deuil migratoire, les étapes, elle va vraiment en profondeur dans plein de choses. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse pouvoir un peu se mettre dans la tête de gens qui arrivent ici, que pour nous, bon, c'est comme... On ne peut pas comprendre tout ce processus-là. Alors, c'est intéressant d'en entendre parler de quelqu'un qui a vécu ça. Et c'est ça, ça a été vraiment une belle discussion. On a parlé de plein de choses. D'ailleurs, elle organisait tout le comité d'accueil des Ukrainiens. C'est elle qui a aidé à organiser ça, ce comité d'accueil-là. C'est une femme qui était impliquée dans plein de choses, dans la francisation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne connaissait pas le français. Elle l'a appris ici et elle a fini par travailler aussi en francisation des nouveaux arrivants. Donc, quelqu'un de très fascinant, qui a beaucoup de facettes, mais qui tourne beaucoup autour d'aider les gens, tout simplement. Donc, on s'en va voir notre entrevue, notre entretien. Je vous souhaite une bonne émission. Nicoletta, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est Nathalie Simon, en fait, qui m'a parlé de toi parce que je cherchais des gens qui ont vécu, qui ont quelque chose d'intéressant à raconter, un parcours de vie, puis tout de suite, elle m'a dit, ça te prend Nicoletta. Je suis OK, fait comme, c'est ça qui est grande ligne, mais je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Donc, peut-être, justement, pour savoir un peu, tu es qui? Tu viens de la Moldavie, mais peut-être expliquer un peu ton background, en fait. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui. Puis un grand merci à mon amie Nathalie Simon, la femme extraordinaire qui a été à mes côtés les derniers mois. Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, on a travaillé beaucoup ensemble et on a créé un espace de sécurité, un filet de sécurité pour les familles ukrainiennes qui sont sur notre territoire. J'embarque comme ça direct dans le sujet pour dire pourquoi un grand merci à Nathalie Simon. Mais on va avoir le temps d'en parler. Oui, via nos relations. Oui, c'est ça. Écoute, qui je suis, c'est la question que je vais me poser jusqu'à la fin de ma vie. Parce que on sait, chaque jour, on est une personne, puis le lendemain, on est une autre personne parce que chaque jour nous apprend des leçons. Et rien n'est figé, tout est changement. Donc aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je suis ici avec toi et je vis le moment en faisant les choses de tout mon cœur. Si on parle de mon parcours d'études professionnelles, ça, c'est une autre chose. Mais on dit que je ne suis pas mes études, je ne suis pas mon statut, je ne suis pas ma couleur, je ne suis pas ma nationalité. Je suis juste une personne qui est ici pour vivre des expériences humaines. Et je viens de la Moldavie. C'est un petit pays au cœur de l'Europe qui est maintenant entouré par la guerre et vraiment un petit pays avec entre 3 millions d'habitants. Okay. On parle roumain et russe. On est très accueillant d'un peuple qui aime les gens en général. Je suis arrivée ici en 2011 avec un grand désir de recommencer ma vie à zéro. Okay. Là-bas, j'ai été psychologue. J'ai fini mon bac et la maîtrise en psychologie.
avec un profil de psychologue clinicien. Okay. C'était mon bac et ma maîtrise en psychologie de travail. Mais comme on est un pays ex-soviétique, c'était difficile de vivre là-bas parce qu'on vivait une corruption là, épouvantable. Okay. C'était vraiment difficile de ce point de vue et ça ne résonnait plus avec mes valeurs. Okay. On ne pouvait pas être ce qu'on est, on ne pouvait pas s'exprimer. Et en parallèle, moi, je faisais aussi de la télévision. J'ai été une productrice à une chaîne connue, un journal TV, et je voulais m'exprimer, mais on ne pouvait pas parce qu'on avait de la censure. Okay. En 2007, on a eu une grande révolution en Moldavie pour détourner le régime communiste. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. On a réussi à faire le détournement de gouvernement, mais le lendemain, le politicien pour lequel on a vraiment lutté, là, il a fait un truc, puis on a perdu la confiance. Okay. Je me suis dit que ça peut pas continuer d'une telle façon et je veux m'exprimer, je veux vivre pleinement ma vie et donner une vie avec des opportunités, une vie pleinement. C'est que mon enfant, moi et mon mari s'épanouissent dans cette vie et qu'on vit pas dans la peur parce exact. Que, tu sais, la peur, c'est l'émotion qui a une plus basse fréquence. Et si on vibre tout le temps la peur, on vit pas. Ouais. On vit pas. Alors, j'ai décidé de switcher le franglais. Oui, c'est ça, changer la fréquence. Exact, changer la fréquence, même si j'ai été absolument consciente que ça va être un grand voyage avec énormément de défis, mais je me suis dit, OK, donnez-moi les défis, on verra qu'est-ce qu'on fera avec. Mais, tu sais, puis on dit souvent, oui, un processus migratoire, c'est un processus psychologique. Oui. Et ça, c'est vrai parce que je l'ai vécu sur ma propre peau et en ce moment, je travaille avec les immigrants. Et depuis que je suis arrivée ici, j'ai été toujours dans des pistes et des expériences qui ont demandé de l'aide, de l'intervention, de l'écoute et bien sûr un grand amour envers l'être qui est devant toi. Oui. Mais j'aimerais ça revenir à justement l'idée, je comprends le régime qu'il y avait là-bas, ça ne fonctionnait pas, mais quand même, le moment de dire il faut que je quitte, souvent on a un attachement à notre terre natale, c'est comme ça souvent qu'on forme une partie, en tout cas, de notre identité. Moi, je suis né au Québec, je me dis québécois, donc, et de dire, OK, non, il faut que je parte, mais il y a quand même déjà un deuil, peut-être qu'il était déjà enclenché, j'imagine, parce qu'il y avait la peur, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose là, tu sais. Bien, c'est sûr, au début, là, t'es un peu dans un effet d'excitation parce que t'es en train d'appliquer pour un nouvel pays. Donc, je regardais tout le temps des nouvelles d'ici. Je me préparais. Donc, inconsciemment et consciemment, j'ai été en train de préparer la piste pour y arriver parce que si tu n'es pas préparé, en arrivant, tu vas vivre un choc énorme. Ouais. Donc, en ayant un peu de connaissances, je ne dis pas beaucoup, on apprend jusqu'à la fin de notre vie, là. Puis, en ayant un peu de connaissances dans le domaine de fonctionnement du cerveau humain, j'ai essayé de me auto-mentir, si on peut le dire, là, en disant que tu vas faire ça ou ça va être d'une telle manière. Ouais. Donc, le deuil était enclenché, c'est sûr. Ouais. Et sincèrement, si on regarde en général, j'ai été bien avec ma famille là-bas, mais ça ne vibrait plus avec mes valeurs de base de vie. Oui, c'est ça. Donc, c'est la corruption, c'est le mensonge, ça ne fonctionne pas. Alors, puis en plus, un autre raisonnement pourquoi je suis venue ici, puis ça m'a été facile à prendre cette décision, et que ma sœur vivait déjà au Canada, vivait déjà à Châteauguay. Okay. Et elle est ici depuis 20 ans, donc elle avait un peu d'expérience. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ma sœur aussi en même temps, puis recréer mes liens avec elle, parce que une autre chose, les immigrants, quand ils arrivent ici, ils perdent leur lien avec la famille et c'est très difficile aussi émotionnellement. Ouais. Donc, elle vivait aussi de son côté la perte de sa petite sœur. Moi, je vivais aussi la perte de ma grande sœur. Donc, puis à l'époque, en 2011, on n'avait pas de Messenger, puis d'Instagram, puis de tout. On s'écrivait juste des courriels de temps en temps. Puis, ouais. Donc, j'ai eu comme un support émotionnel et moral de la part de ma sœur. Alors, c'était ça l'élément aussi qui a enclenché. Je me suis dit, action. Action, c'est ça. Et, mais donc, c'est ça, on part, là, tu dis, tu t'es
tu te mentais de dire, bon, ça va se passer comme ça, dans le sens qu'on c'est un peu une façon de gérer les appréhensions, l'anxiété, de dire... Tout à fait, c'est les attentes aussi. Les attentes, de gérer les attentes, exactement. Mais justement, est-ce que ça frappait un mur, en fait, tes attentes versus on arrive ici? Je posais la question, mais je savais la réponse. Une bosse. Elle est toujours là. C'est ça, je savais la réponse, mais je voulais t'amener vers là. Je suis arrivée en tant que travailleuse qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire dans le programme d'immigration au ministère? C'est que... Au ministère canadien, en fait. Oui, c'est ça. Comment? L'immigration canadienne, en fait, le ministère canadien, c'est ça? Oui, les deux, ouais, parce que quand tu appliques pour les deux en même temps. Tu fais fédéral puis tu fais provincial aussi, mais j'ai appliqué pour Québec. Alors, au Québec, on avait à l'époque besoin des psychologues, hein, puis encore on besoin, en a encore. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on se dit, bon, t'es qualifié, t'es psychologue. Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'enseignais même à l'université là-bas, je pense, c'est ça, tu m'avais dit au téléphone. J'ai enseigné à l'université là-bas la psychologie de la communication puis la psychologie de la santé. Et bon, j'ai fait mon application, donc j'ai gagné un maximum de points dans mon dossier. J'ai été l'applicant principal. Puis quand j'ai fait l'entrevue avec l'officier en immigration, à propos, à l'époque, je ne parlais pas français du tout. Je savais juste bonjour, puis comment ça va. Donc, dans mon entrevue en anglais avec l'officier, il m'a dit, ben, vous cumulez un maximum de points, vos diplômes, votre baccalauréat, la maîtrise, un début de doctorat. Donc, c'est sûr qu'en arrivant ici, vous allez pouvoir notamment vous intégrer sur le marché du travail puis pratiquer. On en a besoin en masse des psychologues. Donc, ça a été un mur. OK. Ouais. Parce que là, moi, je me suis dit, ouais, j'ai toutes les qualifications, j'arrive. Ils ont besoin de moi. Oui, ils ont besoin de moi. Et en arrivant, c'était pas ça la réalité du tout, parce que c'est vraiment difficile d'entrer dans l'ordre. Et même si tu veux essayer à passer des examens, tu ne sont pas ouvertes à ça. Il faut recommencer ses études à nouveau. Ah oui. Puis le clash, c'est que j'ai trouvé aussi le ministère de l'Immigration, il a évalué, ils ont accepté mes études. Donc, j'ai une évaluation comparative pour mon bac et ma maîtrise. Mais l'ordre, non. OK. Oui. Alors, j'ai décidé, j'ai décidé notamment, qu'est-ce que je fais? On ne perd pas l'espoir. J'ai regardé qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces compétences et j'ai fait un changement de carrière, mais pas radical, quand même dans le domaine qui parle des sciences humaines. Et je suis allée à l'Université de Montréal pour faire un bac en relations industrielles. C'est vraiment des compétences transférables parce qu'on travaille avec l'humain, puis on peut appliquer beaucoup de connaissances et de pratiques quand on est en ressources humaines. C'est encore une fois un petit peu le rêve de la rêveuse qui disait, bon, je peux faire des différences dans la communication en entreprise ou améliorer un peu les conditions de travail ou la négociation ou la médiation. Et j'avais travaillé quelques années dans le domaine des ressources humaines et je me suis rendu compte qu'encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas bien avec mes valeurs parce que, notamment, l'employeur m'avait demandé de congédier 3 personnes dans la même journée. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça parce que c'est injuste. Je voyais le dossier, c'était injuste. Et l'injustice, c'est une des valeurs qui me tiennent dans la justice. Puis quand je vois que c'est injuste, ça ne fonctionne pas. Alors, je me suis dit, comment je peux être encore plus utile pour la société et pour les gens? J'ai sauté de l'autre côté de la clôture, qui est l'employabilité. Oui. C'est ça. C'est cool, hein? Là, ici, je vais pouvoir coacher, conseiller les personnes, comment y arriver devant l'employeur, comment faire un changement de carrière, comment aller chercher leur vrai, profond désir et rêve. Parce que, oublions pas, on travaille 40 heures par semaine, c'est énorme. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, on spin tout le temps. Et si on ne fait pas la bonne affaire, si on n'est pas à la bonne place, on est à côté. Et c'est triste. C'est 40 heures qui peuvent devenir pénibles, là, qui rajoutent un poids, là, parce qu'on est là longtemps. Oui, puis on voit beaucoup d'anxiété au travail, notamment. On remarque des burn-out de plus en plus fréquents. Donc, peut-être que les gens sont désalignés. Peut-être qu'ils ont besoin d'écouter leur cœur et ce qu'ils veulent faire pour de vrai dans leur vie.
Et ne pas regarder juste, tu sais, oui, l'argent, c'est très important, mais aussi ce qu'ils aiment faire dans leur vie. Et voilà, donc j'ai travaillé pendant 5 ans à Alliance Carrière Travail. C'est un organisme ici, à Châteauguay, à Saint-Hubert et à Brossard. En employabilité, j'ai été conseillère en emploi. J'ai fait le programme de changement de carrière, ce qui tombait très bien dans mes cordes en étant psy. Donc, j'ai appliqué des techniques. J'ai été tellement heureuse. J'étais vraiment bien dans mon poste. Ensuite, j'ai eu l'opportunité aussi de devenir coordonnatrice pour un service en accueil, intégration et formation des immigrants sur la Rive-Sud, qui fait partie de Alliance Carrière Travail. Donc, tout se tourne autour de la personne. C'est ça. Ouais. Tout se centre là-dessus. Oui. Mais avant d'aller, parce que on va pouvoir parler de tout ça, je voulais revenir en fait sur le côté que tu arrives ici et tu savais pas un mot de français à part bonjour. Non. Mais comment ça s'est passé? En fait, c'est sûr que ta sœur était déjà ici. J'imagine que ça aidait énormément là, au support. Mais comment ça s'est passé justement? Est-ce qu'il a fallu que tu prennes les cours de français avant d'aller à l'université? Tout à fait. C'est ça. Oh, oui. Oh, oui. Ça rajoute un délai, tu sais. Tout à fait, ça rajoute un délai. J'ai pris les cours de français ici au Centre Accor à Châteauguay. Et sincèrement, cette période de ma vie a été une période dans laquelle je vivais dans l'euphorie. Okay. Parce que si on regarde là, le parcours migratoire, un immigrant, quand il arrive ici, son deuil, il va le vivre par 3 phases. Okay. Mais il ne faut pas oublier que chaque personne va vivre son deuil à son propre rythme. Oui, c'est ça. Puis, le plus important est de comprendre et d'être consciente dans quelle phase de ton deuil tu es. Il y a 3 phases. La première, c'est l'euphorie. Okay. Donc, tu arrives, puis c'est « wow! » Mais tout est nouveau. Ouais. Oui, c'est beau. Il y a un peu le côté quand on va en voyage, justement, on est comme « exact. Mon Dieu, il me semble que c'est plus beau que chez nous. » Oui. C'est ça, même s'il fait fret, là, il fait pas du tout fret. C'est bon, parce que je suis arrivée en novembre. Ah, OK, ouais. Donc, tu sais, ça commençait juste... Ça commence, là. Oui, ça commence. Fait que, donc, cette euphorie-là, tout est nouveau. Oui, donc, tout est nouveau. Donc, la personne, puis je parle de mon point de vue aussi, j'ai été vraiment enthousiasmée par tout ce que je voyais, même les bâtisses, les couleurs, les gens, la culture, la nourriture. Le fait que les personnes marchent sur la rue puis ils se sourient. Ah oui, hein? Oui, puis j'ai vu ça juste à Châteauguay, puis dans des petites villes aussi. Ouais. Moi, je venais de la capitale, une grande ville, puis les gens étaient comme tout le temps, enfermés, frustrés. Puis, mais ici, non. J'ai vu tout de suite les Québécois en étant des personnes très ouvertes. Et notamment tous mes amis, amis du corps, comme je dis, mes sœurs cosmiques sont des Québécoises. Okay. Et bon, je vivais dans l'euphorie. Puis écoute, là, ça se peut que pendant l'entrevue, moi, je vais ouvrir une parenthèse, puis je vais aller, puis je vais ouvrir une autre. On va toutes les prendre. OK, c'est bon. Donc, je vais t'ouvrir beaucoup de parenthèses. J'ai un papier pour ça, je vais prendre des notes. OK. Puis, donc, l'euphorie, t'arrives en francisation, tu comprends rien, mais ma chance est que la langue roumaine fait partie de langue latine, avec une racine latine. Donc, par exemple, en roumain, je dis compréhensione. Okay. En français, je dis compréhension. Mais c'est plus souvent les mots littéraires, des grands mots là, qui ont quand même une base latine. Donc, j'ai eu un privilège à ce niveau-là en sachant et en parlant le roumain comme langue maternelle. Mais aussi, je parlais déjà anglais puis je parle russe. J'ai déjà 3 langues à la base. Donc, mon cerveau est plus flexible à apprendre une nouvelle langue puis à faire des liens. Des liens, tout à fait. Des associations. On n'est pas pire aussi sur le franglais. Oui, on peut se permettre. On peut se permettre des petites affaires. Pas le travail, le job, quand même. Ça va. T'es en francisation, tu apprends, t'es là, puis mon but était de commencer mon université dans 6 mois. OK. Parce que c'est ça la session qui tombait pour moi. OK. Et
j'ai dormi avec le dictionnaire Larousse pendant 6 mois à côté de mon lit. Le matin, je me réveillais à 5 heures le matin pour réviser mes verbes, pour créer des nouvelles phrases. Puis chaque jour, j'avais comme objectif d'apprendre au moins 50 mots. OK. Oui, quand même. Oui, alors ça a été un travail très, très dur. Mon mari aussi, en même temps, était en francisation. On avait une fille d'1 an, donc c'est toujours encore un bébé. Oui, c'est ça. Bon, donc on était pas mal là. Et je te dirais que la deuxième phase, c'est la dépression qui s'installe. OK. Ouais. La dépression. La dépression, mais c'est pas le terme de dépression qu'on connaît. C'est ça, mais. Ouais, on est plus bas en énergie, ralenti, plus ralenti. On se pose la question, hey, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? C'est ça. Parce que c'est dur. Parce que tu comprends rien. Absolument rien. Puis j'ai fait tellement d'erreurs, tu peux pas t'imaginer. Un jour, est venue une personne à ma porte, puis elle me dit, en français, elle me pose une question. C'est parce que je veux être gentille, puis je le suis, tu sais. Je dis oui. Ouais. Mais j'avais pas bien compris l'affaire. J'ai entendu juste le mot bibliothèque, c'est que j'ai reconnu. Livre, je dis, ah bon, bibliothèque, livre, blablabla. Oui, puis elle me demande mon numéro de carte, de visa. Et je dis, est-ce que je vais faire genre un don? Elle me dit oui, j'avais pas encore une fois compris, mais c'était comme un abonnement vers une vie bibliothèque virtuelle. OK. Alors... Après un mois, moi, je me réveille que j'ai comme un moins de 50 $ de mon visa. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors, voilà, des erreurs comme ça qu'on peut faire. Puis c'est très fréquent pour tous les immigrants qui arrivent. On ne comprend pas le système. On ne comprend pas pourquoi ici, au fédéral, je parle anglais, puis je vais au provincial, puis c'est juste en français. C'est quoi le document? C'est quoi le formulaire? On ne comprend pas le système médical non plus. On ne comprend pas le système d'éducation. C'est différent en Europe qu'ici ou ailleurs. Alors, c'est beaucoup de questions. Ouais, et ça. on est surménagé. On est vraiment fatigué à cette étape-là. Ouais, c'est ça. On s'enferme, on ne veut pas parler, on ne veut pas apprendre. Puis, tu sais, le cerveau, lui, il veut pas travailler, le cerveau. Non. Tu sais, inconsciemment, on est programmé pour le moins effort, parce que c'est l'organe qui prend beaucoup plus d'énergie, l'organe qui mange toute notre énergie du corps. Là. Alors, quand on est exposé à un nouvel apprentissage... Oui, puis c'est un apprentissage qui n'arrête pas, là, parce que qui n'arrête jamais. Sur tous les fronts, comme tu dis. Là. Oui. Alors, t'es au ralenti. Okay. Et à un moment donné, je me disais, je vais jamais apprendre cette langue. et même j'avais des émotions, genre, je veux pas l'apprendre. OK, ça va jusque-là, c'est ça. Ça va jusque-là. C'est comme le cerveau crée un blocage. Non, Exact. Puis quand le cerveau crée ce blocage, oublie que tu vas apprendre la langue. On est tellement fort à se dire, je ne peux pas, qu'à un moment donné, on arrête de pouvoir. Alors, j'ai ressorti la madame psy, là, ici. Je me suis regardée droit dans les yeux. Je dis, non, tu vas pas. C'est une piège de ton mental. C'est une piège de ton ego. C'était l'ego qui me disait, t'es pas capable. Parce que, regarde, la Moldavie, quand même, t'étais bien, t'avais une maison, t'avais ci, t'avais ça. Mais ici, t'as rien, absolument rien. Tu commences ta vie à 0, 0, 0, 0. Le cerveau veut... Dans le fond, c'est peut-être une façon de se protéger de l'échec. On n'aime pas avoir des échecs lui-même. Fait que c'est une façon de dire, ben là, c'est gros. Fait que je serais pas capable. Fait que je vais avoir l'air ridicule en parlant. Fait que on se bloque. C'est une façon de se protéger. Mais... Tout à fait. Puis plus on se bloque, plus on va aller dans le futur. Donc, on tombe dans l'anxiété. Exactement. Ça fait que là, ça l'aide pas. Oui, ça l'aide pas du tout. Puis on se perd parce qu'on est déraciné du moment présent. On n'est plus dans le présent. On n'observe plus notre propre vie. Ouais. On n'est pas capable de nous dire qu'est-ce qui va pas bien. Pour de vrai, tu sais. S'arrêter de dire qu'est-ce qui va pas bien. Ouais. Bon. Puis, c'est moi qui fais une parenthèse, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'au Québec, quand justement il y a des immigrants, en tout cas, je parle peut-être d'une génération, mais quand on voit qu'il y a des gens, même des touristes qui font un effort, puis on voit qu'ils ont de la misère, bien, on finit tout le temps par essayer d'aider. On comprend l'effort. On fait, OK, non, mais je pense qu'on est
En tout cas, en général, il y a tout le temps des exceptions, là, mais je pense que les gens sont quand même assez ouverts de dire OK, elle est en train d'apprendre, on comprend l'accent, elle vient pas d'ici, il y a quelque chose. Ben, je ne sais pas si c'est ça que tu as vécu aussi. Tu as peut-être je sais pas si tu as senti. J'ai eu une magnifique expérience d'intégration, en effet, parce que le monde a été très gentil avec moi. À l'université, ils ont compris que j'ai juste 6 mois de francisation. J'ai dû passer un test quand même, je l'ai passé. Et sincèrement, les premiers cours, la première session, bon, je peux dire la première année, la première année, j'ai pleuré dans toutes les toilettes à l'université. Okay. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas l'accent. Oui, c'est ça. Mon premier prof venait de Lac-Saint-Jean. Oui, fait que ça donne déjà un ton différent, ouais, c'est ça. Je comprenais pas. Et j'avais une recorder, tu sais, puis j'enregistrais tous les cours en arrivant à la maison. Je n'ai pas fait l'université comme un Québécois le fait. Tu sais, il est là, il capte l'information, il fait une petite révision, point. Ça va, c'est ça. Mais non, j'ai été en train de réécouter tous mes cours, de prendre les notes, de réécrire, de relire et comprendre vraiment. C'est ça. Il y avait une double truc. C'est déjà l'apprentissage de la théorie, mais juste comprendre, en fait, déchiffrer le langage. Exact. Ouais, puis déjà, c'est ça, souvent on se fait dire, les Québécois, qu'on parle vite, mais je pense que le Lac-Saint-Jean, ça... Un petit peu plus vite. Vous autres. Ouais, on coupe beaucoup les mots, mais je pense que au Lac-Saint-Jean, ils sont forts. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui venait de Lac-Saint-Jean pour me dire « Ah ouais, OK, il faut encore plus dur travailler. » Et pendant une année, je parlais pas dans la classe, dans le groupe. Je n'étais pas capable de parler. J'ai été très gênée de mon accent puis des erreurs que je vais faire parce que j'ai une sorte de performance excessive parfois dans ma vie. Puis je tombe dans une autre extrême, que tout soit au top. Ça vient de nos parents. Hein? Aussi, il ne faut pas oublier du choc culturel. Oui. Parce que ici, c'est une panoplie de codes culturels. Ouais. Puis la personne, quand elle arrive, elle a ses propres codes culturels. Ouais. Et quand on arrive, on est sur une sorte de pilote automatique. Donc, on est déjà stressé par tout ce qui nous entoure. Notre inconscient, il va continuer à faire les mêmes gestes, les mêmes affaires, mais ça ne marche pas ici. Ouais. Comme, par exemple, arriver en retard, ça ne marche pas. Hein? Okay. Ça s'entre dans les relations interpersonnelles. Okay. La notion de hiérarchie. Okay. Tu sais, j'étais à l'université puis je voyais mes collègues manger devant le prof. Moi, je capotais ma vie. Pourquoi vous mangez devant le prof? C'est comme, je disais rien, là, non, mais pour moi, c'était le clash. On ne peut pas rester. On est à l'université, on écoute, on capte, on est en respect envers lui qui a fait tant d'années d'études, qui est ici comme un maître qui vient t'apprendre des choses. Donc, c'était un choc culturel. Autre affaire, c'est tutoyer ton prof aussi. Oui, c'est ça. On est fort sur la familiarité ici. Oui, oui. Très, tout le monde... Et ça m'a pris 9 ans de Québec pour commencer à tutoyer ma boss. OK. Ça a été vraiment difficile. Je disais tout le temps « vous », puis elle me regardait. « Pas vous ». Toi, tutoie-moi, s'il te plaît. Je t'ai donné la permission depuis 4 ans, là, fais-le. Je dis, écoute, c'est dans mon mental. Puis j'ai été éduquée dans une famille qui avait des valeurs pas mal hiérarchiques aussi, tu sais. Puis à Moldavie, ma génération, les enfants s'adressaient à leurs parents, à vous. Ouais. On ne tutoyait pas nos parents. Donc, tu vois... Qu'est-ce qui peut donner un changement de paradigme dans la vie? C'est ça. Et si tu n'es pas ouvert, si tu n'es pas prête à accueillir le nouveau, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'immigrants qui vont retourner parce qu'ils ne sont pas capables de passer à la 3e étape qui est l'adaptation. OK. Mais c'est très important que tu aies le support. Tu sais, comme tu as dit, as-tu rencontré, c'est quoi ton expérience avec les Québécois? Gratitude pour tous les gens qui m'ont entourée dans les dernières 12 ans de ma vie ici.
j'ai des amis qui m'ont aidé du début. La directrice du centre qui m'a donné la chance de travailler en employabilité. Mon premier emploi qui a dit, OK, je te fais confiance, tu vas avoir ce poste, même si parfois, tu sais, ton français, tu as des petites fautes ici et là, c'est tout à fait correct. Des gens qui, au début, m'ont donné de meubles, m'ont donné de la vaisselle, des vêtements, parce que financièrement, quand tu arrives, tu n'as pas grand-chose non plus. Non, c'est ça. Oui, même le processus d'immigration, ça nous coûte beaucoup d'argent. OK. C'est ça, oui. Parce qu'on ne se pose pas la question, mais... On ne se pose pas la question, mais ça coûte énormément d'argent à immigrer ici. Et c'est pas tout le monde qui va se le permettre non plus. Ça, c'est une autre question. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des choses que les Québécois qui sont ici, qu'on pourrait faire de mieux pour aider justement à accueillir? Je ne sais pas si c'est la question que je me pose. Parce qu'on a déjà, tu sais, avec le communautaire, il y a déjà un filet qui est organisé. Ouais. Mais c'est aussi cette rencontre-là, l'immigrant aussi, comme tu disais, il faut apprendre, ça existe, ces places-là, tu sais, comment ça... Écoute, si nous, en tant que société, peut-on faire plus pour les immigrants? C'est ça, ta question. Ouais. Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, j'ai vécu... Puis je vais répondre à ta question avec cet exemple. Notre communauté, Châteauguase, la Rive-Sud, s'est sensibilisée dans une seconde. Dès qu'on a émis les premières communications que nous sommes à la recherche des familles d'accueil, nous sommes à la recherche des vêtements, on a besoin de meubles, on a besoin de la nourriture, on a besoin de quelqu'un pour aller chercher les personnes, aller dans des différents organismes. Ouais. Donc, genre, faire du volontariat pour accueillir les familles ukrainiennes. Toute la communauté s'est activée rapidement. On recevait des appels des familles qui étaient prêtes à accueillir pour un X nombre de mois, X nombre de semaines. Et est-ce qu'on peut faire plus que ça? Rester ouvert à la personne qui est devant nous, penser qu'on n'a jamais porté ses chaussures, puis on ne le portera jamais, qui vient d'un autre environnement, d'un autre pays, qui parle une autre langue, qui a une culture absolument différente et que peut-être vient d'une autre religion, d'autres coutumes, d'autres façons de voir la vie. Cette personne a lu des différents livres que toi, a regardé différents films que toi, a écouté une musique différente que toi. Donc, ce n'est pas de vouloir être comme, OK, ou de vouloir amener la personne d'être comme les habitants d'ici, mais de l'accepter dans son intégrité et dans son authenticité. Parce qu'il y a un élément qu'on observe, il y a beaucoup d'immigrants qui vont nier leur identité culturelle. OK. Okay? Parce que quand on arrive ici, il se produit un grand détournement dans notre identité. Puis l'identité, elle a plusieurs couches. Donc, c'est l'identité personnelle, c'est l'identité culturelle, c'est l'identité, tu sais, tout là. Et il y a beaucoup de... Bon, je vais enlever le mot « beaucoup », je ne veux pas être dans la généralisation, mais il y a des cas où la personne se détache de ses racines, elle se coupe de ses racines, je ne veux plus, tu sais, je veux rien savoir de ça, je vais être comme les Québécois. Okay. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, parce que tu as un bagage de vie. Tout à fait, tu ne peux pas l'effacer. Il faut juste rester à l'écoute en tant qu'immigrant, apprendre à décoder les codes d'ici, à être ouvert à communiquer avec les gens, à être ouvert à demander de l'aide s'il est nécessaire. Et s'amuser, juste s'amuser, c'est une expérience. Oui, c'est ça. Et comment tu sais de quelle façon tu veux que cette expérience reste dans ta vie comme étant un succès ou un échec. Tu sais, jusqu'à la fin, il n'y a pas d'échec. C'est juste une leçon à apprendre. Ouais. C'est juste une étape que tu as passée. Non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'ici, déjà, on est dans
la dichotomie Québec-Canada, on voulait séparer, on ne s'est pas séparé, puis là, ça crée 2 paliers qu'on ne comprend pas. Puis déjà, en tout cas, ben là, je ne rentrais pas dans l'affaire souverainiste. Moi, je suis plutôt souverainiste de nature, mais l'idée, c'est je me dis des fois, si on avait fait un pays, puis dire, bon, ben le Québec, là, on n'aurait pas ce double identité-là. On serait québécois, c'est français, mais accueillant de tout ça, tu sais. Puis là, on est comme pris dans le multiculturalisme canadien. Moi, puis l'interculturalisme québécois. C'est ça. Moi, c'est les deux. C'est ça. Moi, je suis plus interculturaliste. Puis, parce que je me dis que multiculturaliste, c'est comme si dans ma tête, ça faisait tout le monde est dans son coin. Parce que ici, c'est comme, regarde, le Québec, c'est ça, mais ramenez votre couleur. Ramène ta couleur ici. Ramenez vos affaires, puis on va mettre ça dans la soupe. Puis on va faire de quoi ensemble au lieu de rester chacun de notre bord. Mais moi, c'est le même que je le vois, là, mais Fait que oui, c'est ça. Mais c'est ça, peut-être de prendre le temps de se parler, en fait, mais c'est de trouver les moments. C'est sûr que dans la vie, en se croisant, bon, des fois, il y a la gêne aussi de même nous. Bon, on ne sait pas trop, là. Si je lui dis quelque chose, est-ce que je vais le déranger? Est-ce que c'est correct de le dire ou non? Déjà, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui jase. C'est drôle parce que je fais une émission que je m'assois puis je parle avec un air du monde que je connais pas. Mais je fais pas ça dans la vie. Je suis un peu sauvage, un peu. Ça me prend du temps avant, moi, d'apprivoiser n'importe qui. Donc, fait que j'ai pas ce réflexe-là de salut, tu as besoin d'aide, mais ça dépend de ta personnalité aussi. Es-tu extrovert ou plus extroverti ou plus introverti? Ça, c'est une autre chose. Mais tant qu'on reste curieux à la vie et curieux à la personne, ça devient plus facile. Si tu as envie de poser une question, ben, pose la question, puis tu verras la réponse sans te créer des attentes, comment l'autre personne va répondre, parce que sinon, tu entres... Tu sais, on est qui pour entrer dans la tête de l'autre non plus? Et dans ma vie, moi, je me suis dit tout le temps, j'ai 2 moteurs dans la vie. Un moteur, c'est la curiosité, puis le deuxième, c'est la peur. Mais écoute bien, la peur, elle est bonne. Okay? La peur, elle est bonne juste... Je sais que ça paraît que je me contredis, là, mais c'est la peur réelle, tu sais, de protection de quelque chose. Donc, je vais pas traverser la rue quand c'est en feu rouge. Je parle pas de la peur qui t'amène vers l'anxiété. Okay? Donc, c'est cette vigilance de voir tout ce qui se passe autour de toi. Essayer de te protéger en même temps puis pas te jeter dans le vide. Puis je l'ai dit, et je me suis jetée cette année dans le vide aussi. Mais je l'ai fait avec plein de conscience. Ça, c'est une autre chose. Et le deuxième moteur, c'est la curiosité. Tu sais, c'est comme les enfants. Ben, regarde, c'est le même pattern que tu peux appliquer pour les enfants. L'enfant, il est très curieux. Puis quand il commence à marcher, c'est la curiosité qui le lève debout. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a sur la table. Ouais, c'est ça. Donc, mais la peur qui va lui dire « Ah, assis-toi un peu là parce que tu peur de l'équilibre. » Ouais, c'est ça. Tu vois la métaphore? Oui, le lien entre les deux. Bien, c'est comme ça que j'avance dans la vie. Curieuse, je me lève, je vois, est-ce que je suis stable? Est-ce que j'ai une bonne base? Et quand je dis une bonne base, est-ce que mon état psychologique en ce moment permet de faire un changement? Est-ce que mon état physique est bon avant d'avancer, tu sais, puis de créer d'autres projets autour de moi? Est-ce que mes relations interpersonnelles sont saines? Il n'y a pas de toxicité autour de moi? C'est de ce type de, de conscience pour ne pas te mettre dans le trouble toi-même. Exactement. Je voudrais revenir peut-être sur l'accueil des Ukrainiens, en fait, parce que tu l'as mentionné, mais en fait, c'est ça, pour les gens peut-être qui ne sont pas très bons en géographie, la Moldavie, dans le fond, vous êtes collés sur l'Ukraine, en fait. Vous êtes on est collés sur l'Ukraine. La Roumanie. On est collés sur l'Ukraine et la Roumanie. C'est ça, vous êtes comme entre les deux. Là, c'est ça. On est vraiment mais juste personnellement, en fait, est-ce qu'il y a quand même un... Je sais pas c'est quoi la relation entre la Moldavie et l'Ukraine. Comment ça... on était puis on est des très bons voisins. C'est ça. Oui, on est 2 pays ex-soviétiques qui ont subi le communisme. Donc, il y a beaucoup de choses en commun à la base. Oui, beaucoup de choses en commun.
la relation a été toujours d'amitié. Tu sais, les Moldaves vont en vacances en Ukraine ou en Moldavie. OK, ouais. Donc, c'est comme... Ça fait partie... C'est comme nos cousins et cousines. Okay. Si les Roumains, on dit que sont nos frères et sœurs parce qu'on parle la même langue, on a la même culture, mais on a été séparés par les Russes, encore une fois. Okay. Et avec l'Union soviétique, après, on est devenu un pays indépendant et souverain. Donc, les Roumains sont les frères et les sœurs, puis les Ukrainiens sont nos cousins. Okay, donc, on est vraiment dans des bonnes relations. Et le peuple en Moldavie, depuis le début de la guerre, même si on est la plus pauvre pays en Europe, Moldavie, c'est un des plus pauvres pays en Europe. Et le pays a été capable, la Moldavie a été capable d'accueillir des millions d'Ukrainiens qui ont ou passé par Moldavie et prendre d'autres destinations ou qui sont restés là. Puis juste au début, dans les premières semaines, la Moldavie demandait de l'aide parce qu'il était impossible d'accueillir tant de personnes. Non, c'est ça. Oui, puis de couvrir tout ça. Donc, parce que c'est un pays de 3 millions d'habitants avec pas beaucoup de ressources. Là, tu te fais submerger de gens comme ça. Oui, c'est ça. Mais donc, fait que, je me doutais qu'il y avait un lien entre les deux pays. Puis fait que, j'imagine que pour toi, ça n'a pas été long d'hésiter de dire... non, ça a été un choc. Sérieusement, ça a été un choc le jour où j'ai entendu que la guerre est commencée. J'ai été dans un déni total. Je ne pouvais pas le croire. C'est comme impossible. On est comme non. Mais c'était vrai. Et tout de suite, le lendemain, je dis à mon mari, je retourne en Moldavie. Okay. Je vais y aller. Je sais que je peux faire des choses là-bas. Il est très rationnel, m'a dit non, tu ne vas pas faire ça. Parce que je voulais retourner avec la Croix-Rouge ou peu importe, c'est n'importe quel organisme international. Et elle a dit, tu ne vas pas faire ça, tu as 2 enfants, donc tu restes ici, puis tu trouveras les moyens d'aider le monde qui va arriver ici. Je suis certaine que le Canada fera quelque chose dans les prochains jours. Puis c'était le cas. Ouais. Donc, j'ai été déjà coordonnatrice pour le service d'accueil, accueil informatique. Saphir. Le Saphir, oui, le Saphir, là, j'ai été déjà... je ne vais pas le décoder, encore une fois. Donc, j'ai été déjà en train de coordonner ce service. Et je me suis dit, bon, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici en ce moment. Exactement. Et on a créé le comité d'accueil Ukraine du Grand Châteauguay. Okay. J'ai coordonné ce comité pendant des mois où il y avait des dizaines d'organismes de notre territoire. Okay. On a créé une procédure de communication, d'aide, de référencement, de tout, pour pouvoir vraiment aider ces gens dès qu'ils arrivent sur le territoire. On a accueilli des centaines de familles. Moi, je faisais de la médiation aussi avec les familles d'accueil, parce que, une chance, je parlais russe. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais la facilité de communiquer avec les familles. Les familles ukrainiennes, en arrivant ici, c'est juste les plus jeunes qui parlent anglais. Okay, mais ça. Les femmes de 40 ans et plus ne parlent pas anglais. Moi, le français non plus, là, on s'entend. Donc, tous les organismes... Et je tiens à dire un grand merci à tous les gens qui ont travaillé, continuent à travailler pour toutes ces familles ukrainiennes, parce que eux, en arrivant ici, n'avaient rien. Non, c'est ça. Puis, mettons, comme toi, que je pars, tu avais un processus, mais là, on s'entend que, la guerre part. Imagine le niveau de stress qu'ils vivaient, le choc. On quitte. Et j'imagine, là, je vais comme voir une parenthèse, là, mais quand tu quittes comme ça, dans le fond, est-ce que tu choisis pas vraiment, à part, mettons, tu t'en vas en Moldavie, mais là, il y a des pays qui disent, on peut accueillir, mais j'imagine, je sais pas, est-ce que c'est comme réfugié, en fait, est-ce que tu choisis même où tu t'en vas? Ils sont des ressortissants, ils ne sont pas des réfugiés. Pas réfugiés, OK. Non, c'est ça. Ils sont des ressortissants et ils n'ont... choisir quoi? Et ils pouvaient aller en Europe, mais l'Europe leur a donné une aide pendant les premiers mois. Après, c'est tranquillement, pas vite.
ne donnait pas la possibilité de rester pour une longue période. En plus, Canada a créé ce programme spécial pour les ressortissants ukrainiens où on voit les deux gouvernements travailler ensemble. C'est le fédéral et le provincial, parce que pour les réfugiés, c'est juste le fédéral qui travaille et offre les services, tandis qu'ici, c'est les deux. Puis les ressortissants ukrainiens, ils ont tous les droits comme un résident permanent, mais ils sont des résidents permanents des résidents temporaires. OK. Puis, tu sais, un immigrant de base, là, quand il arrive, il fait son deuil déjà. Il a commencé déjà son deuil. Puis c'est son choix mental. Ouais. Eux, ils n'ont pas fait ce choix. Non, ils ne voulaient pas quitter leur pays Absolument. de zéro. Là. Ils vivaient très bien là-bas. Oui, c'est ça. Donc, si on peut faire une petite chose en tant que société, de laisser ces gens de s'adapter tranquillement. Oui. Tu sais, parce que ce qu'on a fait, là, on vous donne un visa de travail. How I go? Sortez sur le marché du travail. Je comprends. Oui. Mais j'ai vu tellement de cas où la personne était dans une dépression profonde, où elle faisait des attaques de panique. Ah oui. Puis il était en impossibilité d'aller de travailler. Mais en même temps, elle ne pouvait pas encore appliquer pour d'autres services. On n'a pas beaucoup de psychologues disponibles qui parlent leur langue non plus. C'est ça. Et pour aider tout ce monde, ce que j'ai fait, j'ai appelé à des psychologues ukrainiens qui étaient dans d'autres pays au monde. Et je demandais, voulez-vous leur donner des petites rencontres là, de 30 minutes, juste les assurer, les écouter, puis partager. Parce que vous êtes aussi quelque part ailleurs dans le monde maintenant. Ils ont créé aussi des groupes d'entraide entre eux. Parmi les immigrants qui sont ici à Châteauguay, il y avait un prof de yoga qui a commencé à organiser des cours de yoga pour les Ukrainiens. Aussi, les intervenants de tous les autres organismes essayaient d'être tout le temps à l'écoute. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ce n'est pas leur choix. Ils vivent complètement différemment l'intégration ici. C'est Puis ils ne sont ni même pas certains s'ils vont rester. C'est ça aussi, c'est ça. Oui. Parce que tu te dis, bon, c'est cette guerre-là qui est commencée par les Russes. Tu te fais déraciner, mais ton attachement est encore là, puis c'était pas... Et leur famille est là. Oui, c'est ça, il y a du monde encore là. Oui, le stress. Oui, parce que c'est juste les constant. femmes et les enfants qui peuvent sortir. C'est rarement qu'on va voir des hommes, les hommes de 60 ans et plus peuvent sortir. Oui, c'est ça. Et les hommes de quoi? Les garçons de 15 ans aussi, ils peuvent sortir. Maintenant, il y a une autre loi qui ne peuvent pas sortir à 16 ans de l'Ukraine. Alors, leur famille est toujours là-bas. Et j'observe ça, cette difficulté à se concentrer, à être présent, à avancer dans leur adaptation, dans les cours de francisation. Ouais. Ils sont ici, là, ils t'entendent, ils répètent, ils font des phrases, c'est bien, ils avancent, mais leur cerveau et leur cœur est toujours en Ukraine. Exactement. Puis ils vérifient tout le temps les nouvelles, ils partent tout le temps avec leur famille. Tu penses à quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as des nouvelles d'un tel? OK, c'est ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est ça, mettons, quand... Il me semble que j'entendais du monde un peu plus de droite, justement, qui disait « Ah, mais c'est bon, tu sais, les Ukrainiens arrivent, tu sais, ils sont éduqués, ça va être une bonne main-d'œuvre. » Mais tu sais, oui, mais c'est pas ils veulent pas immigrer, c'est ça l'affaire. C'est une bonne main-d'œuvre, c'est sûr, parce qu'en arrivant ici, ils veulent travailler, ils veulent gagner leur vie. Mais c'est comme un choc post-traumatique, quasiment. Oui, c'est quasiment. Quasiment. Il faut dealer avec ça. Il faut voir qu'est-ce qui se passe avec ces personnes. Il faut essayer de comprendre parce que je veux dire, jamais je pourrais me mettre dans la peau de quelqu'un qui a entendu des bombes, des choses exploser, des coups de feu. Puis là, il arrive ici, puis tu fais « mais ben oui, c'est la guerre, mais votre... » Oui, c'est ça. C'est un peu ici que... Ouais. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, je pourrais jamais comprendre, en fait, ça. Je peux juste essayer c'est ça, d'accueillir ça, mais tu te dis, c'est dur de se mettre dans leur peau. Là, tu sais, Non, on ne peut pas comprendre, mais ce qu'on peut faire est d'être empathique. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas juste besoin de notre compréhension. Ils ont besoin de notre empathie.
Et même si ils essayent vraiment de s'intégrer, je vois des dizaines et des centaines de cas. C'est difficile aussi pour eux à apprendre le français. Oui, je trouve, oui. C'est du russe à... Non, ils ne parlent pas russe, là. Ils parlent ukrainien. Mais c'est une langue slave. Oui, c'est ça. Donc, c'est absolument un différent alphabet. Puis, ce sont d'autres racines. Et encore une fois, c'est le facteur psychologique qui les empêche. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas la capacité d'emmagasiner tant d'informations. Trop d'informations, c'est ça. Ils peuvent se débrouiller peut-être avec une petite base, là, mais ça devient lourd. Là. Ouais. Mais écoute, on va espérer que... ça fait plus qu'un an, là. On va espérer... Ça continue. Les Ukrainiens continuent toujours d'entrer au pays. Oui, c'est ça. Au moins, au début de la guerre, tous les organismes étaient aussi dans le non-savoir de comment on fait. Oui, c'est ça. Même le gouvernement, on attendait des nouvelles tout le temps. Maintenant, il y a déjà une structure. Tout le monde comprend comment ça fonctionne, à qui on doit faire appel, si on a une telle question, à qui je m'adresse. Donc, c'est quand même un petit peu de stabilité pour eux. Pour eux, oui, c'est ça. C'est ça. Mais on va espérer que là-bas, ça finisse par ça se résorber. On espère, mais en tout cas... Mais moi, j'avais vu, je fais vraiment une parenthèse, là, on dirait que mon cerveau est allé là, mais il y avait un documentaire sur Netflix, le Winter on Fire, qui était sur la post-révolution orange. Là, puis, en tout cas, quand ils sont restés dans la rue, puis je voyais que les Ukrainiens, c'est un peuple qui est très fier, puis qui vont tenir tête longtemps. Ils ont l'air d'avoir une résilience quand même comme peuple, là, puis... Oui, t'as bien remarqué ça. C'est ça. Ils sont très fiers de leur... Ils sont très fiers, puis ils sont très fiers de ne plus être dans l'Union soviétique. Là, puis mais allez écouter ça. Winter on Fire, ça date de quelques années, mais c'est un documentaire percutant. Là. Moi, en tout cas, on va leur souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Là. Ouais. Il ne reste pas grand temps. On a quand même avancé pas mal. Okay. Là, ça va vite. Hein? Oui. Y avait-tu quelque chose que tu disais, je voulais absolument parler de ton parcours? Écoute, mon parcours est tellement en changement tout le temps qu'en ce moment, j'ai fait en même temps, j'ai fait une formation en thérapie quantique. OK. Pour accomplir... ce que je voulais dire, là, que je change un peu de carrière. OK. Et comme je t'ai dit, j'ai fait une formation en thérapie quantique. C'est un mélange de réflexologie, de breathwork, de respiration, de l'inconscient, de l'hypnose. Et c'est encore une fois, devant la personne, à aider la personne à libérer ses blocages émotionnels et psychologiques. Donc, je m'en vais vers la naturopathie. Mais je trouve que c'est un bon chemin, à continuer pour moi. J'ai déjà des acquis. Des acquis, oui, puis des compétences. Donc, je suis pas mal à un niveau d'excitation de carrière dans ma vie en ce moment. Ouais. Encore un changement. Mais tout le temps autour du... Oui, tout le temps autour de la personne. C'est ça. Et de l'âme. De l'âme, OK. Oui, c'est tout le temps autour de l'âme. Oui, parce qu'il y a rien qui stagne. Tout est mouvement. La seule chose qui est stable dans notre vie, c'est le changement. Jusqu'à la fin. C'est ça. C'est ça. J'avoue que si tu as des résistances au changement, c'est ça. Non, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, oui, c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Merci. Ça passait très vite. Mais, vraiment vite. Je pensais qu'on a parlé comme quelques minutes seulement. Puis tu me dis que c'est fini. OK, c'est fini, ça marche. Mais j'ai vraiment apprécié. Moi aussi. Puis, en tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci. Merci de tout mon cœur.